Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Dans la continuité des rencontres mensuelles Blogging Café, qui sont à titre de rappel autour de l'écriture et de la culture à l'ère du digital, on reçoit cet après-midi à l'Institut français de Marrakech Leïla Hida, notre nouvelle intervenante, pour une rencontre débat autour du curating, ce qu'on appelle aussi le commissariat d'exposition. Or, ça peut dépasser bien sûr les expositions. Et en fait, on va aussi lier le curating avec l'édition ou l'auto-édition. Et on va voir qu'il y a vraiment un lien étroit, une relation réciproque entre l'édition et le curating. Pour présenter un peu mon intervenante, elle est artiste visuelle, curatrice. Elle a initié plusieurs projets artistiques personnels, comme Arnakesh, qui est une performance photographique sous forme d'un studio improvisé en halqa et qui s'est déroulé justement sur la place Jemaa el-Fna et donc dans l'espace public. Elle est aussi derrière l'ouverture depuis 2013 d'un espace culturel indépendant sous forme d'un riad qui se trouve dans l'ancien Médina de Marrakech et qui s'appelle en fait le 18 parce qu'il se trouve justement au 18 Darb el-Farran dans le quartier Riad Larousse. Au niveau de l'édition, elle a lancé un journal de critique culturelle qui s'appelle Shergi et qui est édité par cet espace. Leïla Hida, elle travaille aussi sur son propre livre en fait, qui est en cours et qui s'intitule Everything is Temporary, qu'on peut traduire littéralement par chaque chose est temporaire. Par ailleurs, Leïla Hida, elle développe des projets collectifs, entre autres avec le voisinage dans la Médina, en l'occurrence la fondation Darb el-Larj pour la culture vivante, et avec leur atelier déjà existant des mamans douées. En fait, il s'agit d'un projet éditorial qui se base sur la photo vernaculaire et l'album de famille et qui s'appelle About Us. Sans trop tarder, je passe la parole bien sûr à Leïla qui va nous en dire plus et je tiens bien sûr à la remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous, merci Mariam, c'est moi qui te remercie pour cette invitation. Je sais que ça fait longtemps qu'on essaye de se caler ce rendez-vous et voilà, finalement on y arrive et je suis très contente d'être ici. Alors comme Mariam l'explique, ou en tout cas à son invitation, c'est plutôt elle qui a initié le thème de cette rencontre et de cette conversation, parce que c'est plutôt une conversation. Bon, je vais faire une présentation qui j'espère ne sera pas trop longue, mais l'idée c'est aussi qu'on puisse parler et que je puisse aussi entendre des personnes qui sont aussi ici. Je vois qu'il y a des gens qui sont aussi des praticiens, des curateurs, des artistes. Donc je vais vous partager un peu mon expérience du curating et la manière dont moi je le fais. Mariam m'a présenté brièvement les projets sur lesquels je travaille, certains projets que j'ai initiés. Et je vais tenter d'exprimer un peu la manière dont je travaille et comment j'initie les projets, de quelle manière je les écris ou je ne les écris pas d'ailleurs, parce que c'est un peu aussi ma façon de faire les choses, plutôt à partir d'expériences personnelles, de rencontres, d'intuitions qui sont un peu au fondement de ma pratique curatoriale, mais aussi ma pratique artistique. Donc, pour revenir au terme de curating, quand on cherche dans le dictionnaire ou sur Wikipédia évidemment, puisque c'est là qu'on va chercher les informations maintenant, curateur vient du latin curatorem, de curar, qui veut dire soigner, celui qui prend soin. À mon sens, le curating, par rapport au commissariat d'exposition, c'est un terme qui, pour moi, est plus englobant, plus ouvert, et qui permet de toucher à une pratique qui est plus, entre guillemets, généreuse. Et à mon sens, le curating, de la manière dont je le fais, c'est d'abord s'informer, développer une forme de curiosité par rapport
aux intérêts qu'on a, à nos centres d'intérêt, aux choses qui nous importent, donc que ce soit des pratiques artistiques, mais toute autre pratique d'ailleurs. Donc c'est vraiment avoir une curiosité, avoir une manière de regarder aussi le monde qui nous entoure. Et à partir de là, c'est développer sa propre culture, sa propre vision. Et le curating, c'est exprimer au travers de projets qui peuvent être une exposition, mais ça peut être aussi d'autres formes, pas forcément l'exposition. Et donc c'est aussi là que par digression on arrive à la notion de l'édition et comment on fait le curating de l'édition. Pour moi c'est aussi une extension de mon travail dans un espace, c'est de créer cet équilibre entre une histoire qu'on connaît, nos connaissances, ce qu'on va aller chercher comme information et un espace, et mettre en résonance cette histoire avec l'espace, avec les œuvres des artistes, mais tout en gardant l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire que le curateur, lui, raconte une histoire, les artistes racontent aussi leur propre histoire. Comment est-ce qu'on arrive à créer cet équilibre sans vampiriser ces œuvres-là ? Donc c'est tout un... Je crois qu'il y a autant de manières de faire de la curation, autant de façons d'être curateur et curatrice que de nombre de curateurs et de curatrices. Et c'est ça qui fait la spécificité de chacun. C'est une forme d'écriture en réalité, la curation. Et c'est comme ça que je l'aborde, puisque à la base je ne me considère pas forcément curatrice ou commissaire. Je suis plutôt... j'utilise le curating à travers ma pratique artistique. Donc c'est à travers des projets personnels que je vais implémenter, que je veux proposer à des lieux, ou en l'occurrence par exemple au 18, puisque je propose aussi des projets au 18 en tant que membre de l'équipe, du collectif. Eh bien, c'est ma manière à moi d'exprimer mes projets à travers un projet d'exposition, un projet de médiation, un projet d'atelier, un projet autour de l'archive. Je vais parler peut-être rapidement d'un projet pour être plus spécifique, qui s'appelle About Us et qui est un projet d'archive, autour de l'archive personnelle, autour de l'album de famille que j'ai développé dans le cadre d'une invitation que j'ai eue dans la fondation d'Al-Belaj, qui est un lieu culturel qui se trouve dans la Médina de Marrakech, qui est un lieu qui est assez proche du 18, avec lequel on collabore énormément. Mais dans ce cadre-là, j'ai été invitée à titre personnel et à titre d'artiste par Mara, la directrice, qui avait initié ce programme. La pratique photographique, à mon sens, aujourd'hui, c'est une pratique qui est très commune. Alors tout le monde a une manière de faire de la photographie. Je ne me sentais pas forcément légitime à cet endroit-là de venir faire un atelier autour de la photo, mais ça m'intéressait d'utiliser l'archive et l'album de famille en particulier comme une excuse de rentrer en conversation avec les mamans et de réussir à aller un petit peu plus loin que simplement faire un atelier. Et donc ce projet-là a pris beaucoup de temps finalement, parce que pour entrer dans cette intimité de l'album de famille, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup aussi une forme de confiance qui va s'installer au fur et à mesure avec le groupe de mamans. L'atelier s'est tenu sur à peu près une année avec différents temps de conversation. Au départ, on se rencontrait et on ne savait pas très bien où on allait. C'était une proposition, donc je propose qu'on travaille sur l'album. Et voilà, et donc elles acceptent, mais au départ c'était simplement des conversations autour de chacun montre ses photos, chacun nous raconte un peu des histoires, des anecdotes, etc. Et petit à petit, on commence à imaginer ce que peut devenir ce projet. Évidemment, l'idée au départ de cette invitation, c'était de produire une exposition. Mais il ne s'agissait pas simplement de montrer les photos de l'album, il fallait trouver une manière de montrer cet album. Et ça, je ne voulais pas le décider non plus toute seule, c'était aussi une conversation, puisque là, on était dans l'intimité des femmes et des familles. Donc, durant toute cette période, en fait, on a développé ensemble différents axes, et puis on a fait ressortir des choses depuis cette lecture de l'album de famille qui ont trait au statut de la photographie de l'album de famille, donc ce qu'on appelle la photographie vernaculaire. Et donc quand cette photographie passe de l'intime et de la fonction d'être un objet de mémoire, un objet de souvenir, à devenir un objet
d'art, entre guillemets, ou un objet à exposer, eh bien, elle devient photographie vernaculaire et à ce moment-là, elle change de statut. Et quand elle change de statut, évidemment, elle devient publique. Et donc, à ce moment-là, elle raconte encore une autre histoire. Donc, à la fin, on se retrouve avec cette histoire, en fait, cette exposition qui... Peut-être qu'on voit... Oui, ici, on voit, en fait... dans cette image-là, on voit un peu la scénographie de l'exposition finale où c'est une chronologie de 50 ans de photographie au Maroc au travers de l'album de famille. Donc c'est une sélection dans les albums qui commence dans les années 60 et qui se finit dans les années 2010. Donc ça, c'est un projet qui me permet d'exprimer aussi ma manière de faire d'explorer un aspect de ma pratique artistique, mais en même temps c'est une forme de curating parce que c'est aussi des choix. Le curating, c'est faire des sélections. Là, en l'occurrence, je le fais pas tout seul, je le fais collectivement, mais le curating, c'est aussi une pratique qui peut être collective, pas forcément individuelle. Moi, je crois vraiment dans l'aspect du collectif. C'est vrai que dans ma pratique, de manière générale, j'essaie aussi de remettre en question les statuts et les positions de l'artiste par rapport au curateur, de l'auteur par rapport à l'éditeur, du graphiste par rapport au directeur de rédaction, etc. C'est toutes ces positions qui sont assignées à un moment donné et qui donnent des légitimités à chacun d'écrire. Et que à chaque fois j'essaye de remettre en question, ou en tout cas de questionner et de se dire, est-ce que finalement, si on travaillait collectivement et si on remettait tout à niveau, est-ce que les collaborations pourraient pas être plus fructives, plus riches finalement, ou en tout cas produire d'autres choses. Avec cette exposition, nous avons décidé, j'ai proposé en tout cas quelque chose qui a été plutôt bien reçu, de produire un journal. Le journal comme un outil politique et poétique pour parler de nous. Parce que finalement, dans cette exposition, on parle de nous, on parle de notre intimité et de nos histoires personnelles, de nos individualités. Et le journal, c'est aussi cet outil qui, par ailleurs, est produit par je ne sais pas qui. En fait, c'est ça le journal. Quand on est un individu et qu'on va dans un kiosque, on achète un journal. Et le journal, c'est toujours la presse et c'est un outil qui est produit par une instance qui détient l'information et qui va délivrer l'information a priori, qui est l'information véridique, etc. Et donc, le fait de se réapproprier ce format-là et vraiment d'aller chercher aussi l'imprimeur qui va nous imprimer le journal dans le vrai papier journal, etc. Ça, c'était vraiment... Tout ça, ce sont des choix qui sont faits de manière très consciente parce que c'est aussi une manière subtile, parfois, aussi de questionner le statut des choses. Et donc, le journal dans lequel on raconte l'information, la vérité, dans lequel on transmet cette information, qui aborde des grands titres, des questions de société, et dans lequel, en fait, les individus qui constituent cette société sont complètement invisibles. Et là, à ce moment-là, on se dit, pourquoi pas faire un journal dans lequel on parle de nous, dans lequel les mamans, les femmes vont parler d'elles. Donc on a eu une série de conversations qu'on a enregistrées et qui ont été retranscrites. Et donc à l'intérieur, on peut trouver des transcriptions, je vais vous faire passer après les journaux, des transcriptions, des conversations que nous avions eues pendant les différents ateliers qui nous ont amenés à la fin à l'exposition et au projet final. Et donc ce sont des conversations qui parlent par exemple d'une image. On choisit une image et on parle de cette image pendant 1 heure et à un moment donné, c'est ça, ce sont ces histoires qui font finalement... qui constitue, à mon sens, ce qu'est une société. Donc finalement, ces femmes reprennent leur place et leur position dans la société au travers d'un outil qui est très simple et qui finalement, jusque-là, ne permettait pas ou ne donnait pas cet espace-là pour s'exprimer, pour nos individualités et pour les questions intimes. Donc ça, c'est en ce qui concerne un projet vraiment
qui était une réponse à une invitation, mais par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a autant d'approches que de curateurs, et ça on le voit par exemple dans un espace dont Myriam parle, donc le 18, dans lequel on collabore d'ailleurs, et dans lequel nous sommes plusieurs à écrire les projets, à implémenter des propositions artistiques diverses. Et donc c'est un lieu qui permet d'avoir une diversité aussi d'écriture, une diversité de vision. Donc ça prend des formes d'exposition, de programmation publique, de cycles de projection de films, de cinéma, une bibliothèque, une archive, des publications, etc. Et donc tous ces éléments-là peuvent être eux-mêmes organisés, sélectionnés. Donc ça rentre dans le curating. À chaque fois qu'il y a une proposition qui prend une forme, et cette forme-là participe aussi du curating. Donc il y a au 18 toute cette diversité en fait qui a démarré depuis le départ, mais de manière très intuitive, parce qu'au départ, quand on a démarré le projet, il n'y avait pas une vision de dire, il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit on va écrire tel projet, où quelqu'un va venir en disant ah j'ai cette idée-là, je veux écrire là-dessus. Ça a toujours été des réponses à des circonstances, à des situations, à un contexte. Quand on a ouvert le 18, pendant les 2 premières années, on était plutôt dans un mode d'observation du contexte dans lequel on évoluait et d'entrer plutôt en résonance et en conversation avec notre environnement, avec la communauté, pour pouvoir proposer des choses, que ce soit des programmes publics, des expositions, des choses qui puissent aussi avoir du sens dans cet espace-là. Tout en sachant à un moment donné que quand on est un lieu culturel, quand on ouvre un lieu culturel dans la Médina, même si on se considérait pas forcément être un lieu culturel, au départ c'était simplement une maison qui était dédiée à se rencontrer et puis une résidence d'artistes, on a aussi conscience qu'on fait partie de cette mécanique de gentrification. Alors on essaye simplement de la faire de la manière la plus la moins agressive possible. Donc c'est un projet qui va grandir au fur et à mesure et qui va essayer d'intégrer en même temps que la proposition vient de l'intérieur, aussi des propositions qui vont venir de l'extérieur. Et donc c'est à travers ça qu'on construit l'espace et qu'on construit la proposition artistique et curatoriale du 18. Donc les programmes qui se sont développés au 18, et notamment, je vais parler très brièvement de 3 cycles qui ont émergé de différents programmes. Le programme Qanet autour de l'eau, le programme d'Abba Photo et le programme Awal. Qanet, évidemment, c'est une évidence puisque la question de l'eau, elle est au cœur des préoccupations aujourd'hui, mais qu'il a toujours été, puisqu'on est dans une ville qui souffre énormément de manque d'eau. Et puis, c'est aussi une ville qui a une histoire avec l'eau qui est très importante, puisqu'elle a été construite comme une ville-jardin, et dont l'eau a été l'essence aussi de la construction, même urbanistique, de la Médina et de la manière dont la ville va se développer. Donc le cycle Qanet va puiser dans cette histoire pour développer différentes propositions au travers de cycles de conférences, d'ateliers, de projections, d'expositions, etc. La question de l'eau, mais par extension aussi toutes les questions qui touchent à la ville, qui touchent à la question du commun, qui va toucher à la question du féminisme et à d'autres questions qui ont trait à des questions de société. D'Abba Photo, c'est un cycle autour de la photographie. Je vais en parler un petit peu plus tard, donc je vais un peu passer rapidement. Et Awal, c'est un cycle sur l'oralité et sur l'archive, et c'est aussi une manière de reprendre, de réactiver une histoire et un patrimoine, et de le, je crois qu'à chaque fois qu'on fait des projets, c'est plutôt pour nous-mêmes nous questionner sur comment est-ce que on peut construire à partir d'aujourd'hui une histoire contemporaine à partir d'un héritage.
et pas simplement recommencer des histoires à partir d'informations ou d'une connaissance ou d'un héritage qui soit lu ou appris à l'université, etc. Je crois qu'il y a une grande part qu'on avait niée pendant très longtemps. Et par exemple, un programme comme AOL, c'est un programme qui nous permet aussi de se remettre face à cet héritage-là, face à ce patrimoine, le patrimoine de l'oralité notamment, que souvent nous n'avions pas pris en compte dans les pratiques artistiques, les pratiques des arts visuels et les pratiques contemporaines. Et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les archives, par exemple, de l'artiste Ahmed Bouanani, qui parle vraiment de ça et qui nous rappelle à quel point le patrimoine de l'oralité, du conte populaire, du poème et la question de la langue sont au cœur de notre richesse. Et c'est là qu'on peut aussi aller puiser pour créer de nouvelles propositions, de nouvelles formes aussi et de nouveaux langages. Je vais parler brièvement d'Abba Photo pour arriver à une publication d'Abba Photo. Donc c'est un programme qui a été initié en 2014. Autour de la photographie et donc qui s'organise autour d'une exposition collective et d'un cycle de rencontres. Et donc à chaque fois, Abba Photo investit un thème. Et en 2018, il a investi le thème de l'oriental. Il y a eu différentes thématiques, par exemple la photographie de rue, la photographie comme outil de social media, et en 2018 il y avait eu ce thème de l'oriental comme un territoire. L'oriental en marge, donc c'était l'histoire aussi de donner un espace à une pratique photographique au travers de projets qui ont été produits sur le territoire oriental ou à partir du territoire oriental avec des artistes de la région. Donc par exemple, Mehdi Mariouch avait fait un travail sur les mines de Jrada. C'est un travail plutôt documentaire. Frédéric Fourdinier, qui est photographe français, travaille sur l'oriental depuis plusieurs années et collabore avec un projet à Oujda qui s'appelle Orienta, qui est un festival d'art contemporain. Seif Kousmat avait travaillé aussi un reportage sur la forêt de Gourougou dans laquelle les migrants ont créé des camps en attendant de passer les frontières espagnoles. J'avais moi-même travaillé sur un projet sur la question de l'oasis à Figuig. Mouad Abilat et Fatem Zahra Serri sont tous les deux de la région. Et donc on avait découvert leur travail à travers les réseaux sociaux et eux partageaient plutôt leur vécu, une forme de photographie plus intime et autour de la jeunesse de la région. Et donc c'était cette édition qui essayait d'explorer un territoire depuis Marrakech, depuis ici, qu'on connaît assez mal quand on essaie d'ailleurs de penser à des artistes ou à des photographes de l'oriental. On se rend compte à quel point c'est une région qui est quelque peu en fait excentrée et déconnectée finalement de la scène artistique. Et donc, il y avait un cycle qui nous permettait aussi d'entrer en conversation avec des personnes qui mènent des projets sur l'oriental. Et pour cette édition-là, on s'est dit qu'on avait envie aussi de créer un objet ou quelque chose qui puisse faire une archive et qui puisse garder une trace du passage de cette exposition. Et pas simplement une exposition qui allait avoir un temps et se terminer. Donc, à ce moment-là, de fait, on pense à la question de l'édition pour étendre la question de l'oriental parce qu'on se rendait bien compte que l'exposition n'était pas suffisante. Et on avait besoin de gens qui pourraient nous apporter un peu plus. Et c'était au travers de l'écriture forcément. Donc on a invité des personnes à écrire
Notamment, à ce moment-là, on avait invité 2 journalistes, Kautar Oudreri, qui avait écrit un papier sur le travail de Seif Kousmat, et Omar Radi avait écrit justement un papier sur, à ce moment-là, les soulèvements de Hoceima et les revendications sociales. Et donc ça, c'était une extension quelque part de l'exposition qui avait eu lieu au 18, et on se rendait compte que le papier, le journal, nous permettait d'aller au-delà de l'exposition, au-delà du travail plasticien et au travail photographique, et d'apporter d'autres perspectives et d'autres lectures qui étaient au-delà de la question, voilà, encore une fois, esthétique et plastique, qui était plus journalistique et éditoriale. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce journal, parce que les gens beaucoup de personnes commencent à venir parce que les gens voient qu'il y a un journal qui est édité, donc les gens viennent pour prendre le journal. L'exposition a eu un appel grâce au journal, et on comprend qu'il y a un attrait particulier, même si on sait que les gens... Il y a peu de gens qui achètent. La presse aujourd'hui souffre énormément parce que de moins en moins de gens vont aller acheter des journaux, des magazines, parce que aussi Internet, les réseaux sociaux ont pas mal transformé cette économie-là. Mais par ailleurs, le journal et l'éditorial, c'est un outil incroyable de création aussi. Et ce qu'on en fait à ce moment-là, le moment où on décide que Shergi, donc ce journal, on l'appelle Shergi parce que ce numéro d'Abba Photo s'appelait Shergi, et on décide de continuer le journal et il garde le même nom. Voilà, donc c'est aussi une manière de dire qu'on n'a jamais pensé de faire un journal au 18. On n'a pas un jour fait une réunion en se disant on va faire un journal. Il est arrivé comme ça avec un programme et il est resté par la suite. Donc c'est aussi ça, ce sont ces projets, pour revenir à la question du curating, c'est pour dire que le curating, c'est pas forcément d'avoir une bonne idée, c'est aussi d'être à l'écoute de ce qui est en train de se passer autour de nous, et d'avoir cette capacité à répondre avec des projets qui à ce moment-là vont avoir une forme, et de penser cette forme. Donc aujourd'hui, on est à 3 numéros, on est en train de préparer le 4e. Et donc ce journal, c'est un peu une extension de l'espace du 18. On le pense comme une manière, une opportunité, une chance de faire collaborer plus que simplement des artistes plasticiens ou des artistes visuels, mais d'aller au-delà, et donc de faire collaborer toutes ces personnes qui nous inspirent aussi au travers de leurs textes, au travers de la poésie, au travers de la langue, aussi de nous mettre face à notre problématique de la langue qu'on n'a jamais réellement pu solutionner. Au 18, on se pose toujours la question quelle langue on doit parler, en fonction de l'audience, en fonction du programme, etc. Et Shergi, c'est un peu aussi l'endroit où on va vraiment poser cette problématique sans la résoudre évidemment, puisqu'on n'a pas de solution à ça. D'abord, on n'a pas le budget pour faire les traductions, ce qui veut dire que quand on invite un contributeur à écrire pour Shergi, chacun est libre d'écrire dans la langue qu'il veut, mais il n'y aura pas de traduction. C'est un parti pris, et c'est aussi une contrainte. Ou en tout cas, c'est une conséquence finalement d'une condition économique qui est la nôtre. Et par ailleurs, voilà, c'est cet endroit aussi qui permet de donner un espace à quelque chose qui, à mon sens, est vraiment très importante, la question du graphisme. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au statut de l'artiste, du curateur, du graphiste, de l'éditeur, c'est cette forme de collaboration. Et comment est-ce que lorsqu'on crée de nouveaux espaces de création, et pour moi Shergi par exemple est complètement un espace de création, au même titre que le 18 en tant qu'espace physique, Shergi en tant qu'espace éditorial et papier, vraiment physiquement, pour moi c'est un espace de création très fort pour les graphistes. Et je pense notamment par exemple à des couvertures incroyables des revues Souffle ou des revues La Malif qui ont été
des références très fortes qui m'ont donné envie de faire de l'édition, c'est de pouvoir aussi créer à partir de cette rencontre entre le textuel, la photographie, le graphisme, le dessin, et de créer des nouvelles formes et de créer aussi des objets qui vont permettre d'être aussi une archive et de témoigner d'un moment, parce que finalement les réseaux qui sont un outil très fort aussi de communication, Internet, etc., pour moi portent en eux la question de l'éphémère, et on a tendance à les choses arrivent et font disparaître au fur et à mesure l'historique. Alors que le journal a une temporalité qui est complètement différente, il a cette capacité de circulation, il a cette capacité aussi de se relire constamment, et puis on peut revoir constamment les choses différemment. Je sais pas, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant, et peut-être qu'on peut ouvrir la conversation. Ça va comme ça ? Oui, ça va. En fait, on peut, si vous avez des questions, bien sûr, on ouvre le débat tout de suite. Par rapport au curating, justement, est-ce que c'est clair comme terme? C'est vrai que c'est nouveau encore au Maroc, n'est-ce pas, Leïla? Ça reste toujours un nouveau terme au Maroc. Je ne sais pas si c'est un nouveau terme au Maroc, c'est peut-être juste un nouveau terme de manière générale. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il est venu aussi pour pas remplacer, mais en tout cas c'est une autre manière de définir le commissariat. Mais voilà, ce que je disais au départ, c'est un peu plus large que le commissariat, c'est-à-dire qu'il permet d'aborder plusieurs pratiques. Et surtout, je trouve que c'est un terme qui est venu aussi beaucoup décomplexer les personnes, les gens, les praticiens, les artistes. Ce que je disais au départ aussi, c'est que moi, je ne suis pas forcément légitime de parler parce que je ne me sens pas curatrice, ni du curating, ni de l'édition. Et pourtant, je fais les deux. Mais parce que je l'ai fait depuis la perspective de quelqu'un qui a une pratique artistique, et donc à chaque fois que j'aborde la question du curating ou de l'édition, ou d'ailleurs d'autres pratiques, c'est toujours pour les questionner ou pour me mettre en danger ou pour apprendre. C'est toujours une manière pour moi d'apprendre en réalité. Donc tout ce qu'on a fait depuis le départ, que ce soit avec le projet du 18, avec les différents projets d'exposition, de programmation, d'édition, c'était aborder des sujets, des territoires, des endroits qui nous permettent d'apprendre. C'est parce que c'est la curiosité qui nous amène là, c'est la nécessité qui nous amène là, et puis c'est une envie aussi de collaborer très forte, parce que tous ces projets ne peuvent pas se faire tout seuls, ni avec une personne, et ça demande énormément de travail, d'investissement de chacun, et j'ai perdu le terme que je voulais dire, mais en tout cas... Oui, Zine, je te passe le micro. En ce qui concerne le mot curating, donc on ne peut pas le cerner, on ne peut pas lui donner une définition exacte, oui, parce que c'est un peu, comment dire, confus pour moi. Donc si on dit un commissariat, ça reste un peu généralisé. Est-ce que vous pouvez expliquer plus clairement? D'accord, merci. En anglais, en Amérique, curator, c'était il y a une collection, elle existe et il y a quelqu'un qui la conserve. Au début. C'est-à-dire les archives de Buonanni. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce concept de curation, même en français, ça veut dire mettre en valeur, rendre plus beau en quelque sorte. Hein. C'est ça, c'est-à-dire rendre une œuvre artistique encore plus la mettre en valeur. Et en la mettant en valeur, c'est aussi
pousser les gens à réfléchir, à se questionner, à se poser des questions. C'est ça, est-ce que vous pouvez illustrer ça à partir de la dernière présentation des Bouanani? Merci. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est mettre en valeur, mais c'est révéler aussi, parce que donc l'exposition qui a eu lieu jusqu'à très récemment, qu'on vient de démonter sur les archives Bouanani, donc c'est une exposition qui montre, qui est aussi une sélection, puisque les archives sont énormes. Quand on va dans l'appartement de Ahmed Bouanani à Rabat, je pense que Driss, tu as été, ou tu as été à Demnet aussi. C'est infini ce qu'il a laissé comme héritage en tant que production de textes, de manuscrits, de dessins, et ce qu'on découvre encore. Et donc l'exposition qui a eu lieu au 18 a montré une sélection. Donc le curating, c'est aussi ça, c'est la sélection. C'est révéler aussi. Donc là, on est dans la question de l'archive. On révèle quelque chose qui, pendant longtemps, est resté dans des coffres, une maison, dans une bibliothèque privée. Donc ça passe du privé au public. Et c'est mettre en valeur, ça c'est vraiment le travail des personnes qui vont faire la scénographie. Le curateur peut être le scénographe ou pas, ça peut être une équipe. Et donc, voilà, là il y avait une scénographie en l'occurrence dans cette exposition. Il y avait une manière d'amener cette archive en traversant les salles à travers la perspective de film. Donc on est parti sur les décorations de film par le travail de Naïma Saoudi qui était chef déco dans les films de Ahmed Bouanani. C'était aussi sa femme, mais elle a collaboré sur toute sa production cinématographique. Elle a fait les costumes aussi. Les costumes étaient suspendus à l'intérieur dans le patio du Riyad. Une partie des costumes, il y a une partie de son archive, de ses carnets de notes, etc., qui était dans une salle. Donc voilà, là c'est une perspective de l'archive Bouanani au travers de Naïma Saoudi. Mais cette même archive aurait pu être abordée d'une manière complètement différente, c'est-à-dire qu'on prend la même matière et donc une personne, un curateur peut avoir une écriture sur une matière et un autre curateur une écriture complètement différente sur la même matière. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant d'écriture à mon sens que de curateurs. Et l'intérêt vraiment de comment est-ce que le curateur arrive à entrer en résonance avec l'espace. Donc pour moi, c'est vrai, c'est nouveau pour moi ce concept, ça m'intéresse. En fait, c'est quelqu'un qui essaie de dépoussiérer ce qui est un peu plus ou moins ancien, parce que c'est un peu des archives, et de les mettre en valeur dans une vitrine en quelque sorte. Enfin, la vitrine, pas de manière commerciale, mais un peu artistique. Mais à mon avis, pourquoi cela? Quel est l'objectif derrière cela? Pourquoi? La question, c'est de mettre en valeur le passé. Mais pourquoi? C'est pas forcément lié au passé. Ce n'est pas forcément lié à l'archive. Ça peut être un projet d'artistes contemporains. Donc le curating n'est pas forcément lié à l'archive. C'est vrai que j'ai donné des exemples qui touchent pas mal à l'archive. D'abord parce que moi ça m'intéresse sur les projets que j'aborde. Au 18 j'ai parlé de cette exposition qui a été organisée par les collectifs Bouanani et Awal Soumiya Ahmed et Nadir Bouhmouch, qui eux s'intéressent vraiment à la question de l'oralité et de l'archive. Mais le curating, c'est aussi des expositions avec des artistes jeunes, contemporains d'aujourd'hui. C'est écrire une histoire, à mon sens. Moi, je l'aborde comme quelqu'un qui écrit une histoire. C'est comme un récit. Et donc, comment est-ce qu'on amène ensemble une matière, une sélection d'artistes, par exemple, quand c'est une exposition collective, et qu'on les fait dialoguer ensemble, d'écrire l'équilibre entre les artistes, l'espace et
Alors, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question concernant le projet Qanat que vous avez évoqué dans le cadre de votre présentation. Quelles sont les principales activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet et quels sont les principaux résultats de ce projet Qanat? D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Qanat a démarré en 2017 à la suite d'un appel à projet de l'Union européenne dans lequel on avait répondu. Et donc, c'était un projet dans lequel nous étions 5 structures basées au Maroc, mais aussi dans la région Maghreb. Qui travaillait sur le patrimoine. Et la proposition du 18, donc chaque structure devait faire une proposition autour d'un patrimoine matériel ou immatériel, et nous avions à ce moment-là choisi de travailler sur la question de l'eau. Et puis à un moment donné, ce projet a évolué. Francesca Mazzoero, qui fait partie de l'équipe du 18, a fait évoluer ce projet qui a pris différentes formes. Donc il y a eu des formes de programmes de rencontres, d'expositions, dans lesquelles on a invité une sélection d'artistes qui travaillent sur des questions qui touchent à l'eau de près ou de loin. Ce n'est pas littéralement la question de l'eau, mais ça peut être des pratiques qui invoquent Oui, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont collaboré, qui continuent de collaborer sur ce projet et qui ont des pratiques différentes architectes, comme dit Mariam, anthropologie, sociologie, des auteurs, des curateurs, des artistes. Et aujourd'hui, le projet a évolué comme un collectif. Donc il s'est émancipé d'une forme qui est une forme de programmation pour devenir collectif. Et donc ce collectif Qanat est un collectif qui est lié au 18 mais qui est en même temps indépendant. Vous avez parlé de quel est le résultat. C'est très difficile de quantifier ou de dire quels sont les résultats. Pour moi, le collectif est déjà une étape de cette évolution-là. C'est une mise en réseau en fait de personnes qui ont des intérêts communs et qui arrivent à amener à chaque fois à alimenter la proposition, qui va s'enrichir avec le temps et qui à chaque fois, à des moments donnés, va prendre des formes différentes. Ça peut prendre des formes de publication aussi. Il y a eu des publications qui ont été éditées à différents moments, qui sont consultables, que vous pouvez trouver. Des fanzines, c'est ça, c'est des fanzines. Moi, c'était pour en revenir au rapport de la curation de groupes et aux group shows. Comment tu abordes ta sélection, ou comment est-ce que c'est quelque chose de très organique, ou est-ce que tu as une espèce de manière de fonctionner où tu vas partir d'une thématique, ou c'est certaines sélections de pièces ou d'œuvres qui vont engendrer quelle est ta démarche par rapport à la curation de group show? Je le fais très peu en réalité, je fais très peu de curation. Ce que je fais, c'est je crois que la seule chose que j'ai vraiment faite, c'est créer un espace pour que des curateurs puissent travailler. C'est cet espace-là, qui puisse être assez ouvert et assez qui décloisonne à chaque fois les pratiques, que différentes perspectives, différentes visions puissent prendre place dans cet espace-là. Moi, je ne suis pas vraiment intéressée de faire la curation et de faire la sélection, parce que moi-même, j'ai une pratique artistique et en réalité, j'ai du mal à faire ça, parce que je peux le faire, je le fais sur la photographie. C'est un sujet qui m'intéresse. Je travaille moi-même, j'ai une pratique photographique, et quand je le fais avec Daba Photo, c'est organique. C'est organique. L'année dernière, par exemple, on a fait un appel et on voulait sortir un peu du réseau et de savoir un peu ce qui se fait, et que des personnes dont on n'entend pas parler. Donc il y a eu un appel avec une thématique et on a dit voilà, la thématique c'est ça, et les gens ont répondu et on a découvert plein de photographes qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est vraiment aussi des choses qui nous permettent de comprendre qu'il y a des limites à nos pratiques, et donc souvent c'est nécessaire à chaque fois de repenser nos pratiques et de se remettre en question, parce qu'on a tendance parfois à s'enfermer dans des manières de faire
et dans des réseaux. Et c'est pour ça qu'aussi je suis pas spécialement intéressée de faire du commissariat d'exposition, mais par ailleurs, ce qui m'intéresse, je suis très intéressée de répondre à des propositions, de travailler sur une matière, de travailler sur une archive. Ça m'intéresse énormément. Voilà. Je voulais vous demander, pour un curateur qui n'a pas un espace culturel comme vous avez, et il fait comment s'il choisit un thème, il cherche des artistes et tout, est-ce qu'il sollicite les galeries ou les centres culturels, ou bien c'est l'inverse? Alors, c'est une très bonne question parce que je voulais aborder ça dans ma présentation. Il y a énormément de choses que je n'ai pas dites parce que je ne suis pas très organisée. Mais oui, alors les curateurs sont indépendants généralement. Ils n'ont pas forcément d'espace. En fait, un lieu est un lieu et puis à l'intérieur, il y a des curateurs qui font des propositions. Parfois, ça vient de l'équipe interne, parfois non. Donc oui, le curateur écrit un projet. Il écrit son projet, il imagine les personnes qu'il aimerait intégrer dans son projet, la manière dont il voit ce projet se développer, quelle forme ça peut prendre. Et puis bien sûr, il faut avoir en tête, à mon sens, si je devais le faire, j'aurais envie de travailler dans un espace. Parce que moi, j'imagine toujours les projets avec un espace. C'est pas juste des œuvres qu'on va accrocher, mais par ailleurs c'est souvent les espaces qui m'inspirent l'envie de faire des choses, et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'imagine que pour un curateur c'est aussi important d'avoir envie de travailler dans un espace, donc on va solliciter cet espace-là et on propose le projet, et voilà, c'est une conversation qui se fait. Il y a plein de manières de le faire, mais il y a aussi la question économique qui rentre en compte, donc il y a des espaces qui peuvent financer le projet. Parfois le curateur doit aller chercher lui-même le financement ailleurs et venir avec le financement. Il y a plusieurs façons de faire. Merci, bonsoir. Moi c'est Ashraf, étudiant les SAF. Première année. Je voudrais demander, par exemple, chez nous au Togo, il y a beaucoup de sites touristiques et beaucoup de pratiques. Je voudrais demander si, c'est-à-dire on fait une collection de photos, de photographies, de tous ces genres de patrimoine que nous avons. Et parce que plusieurs personnes ne connaissent pas le Togo, ne savent pas ce qu'on fait au Togo. Et publier ou bien, bon, rendre ça public. Je veux demander, c'est du curating ou bien c'est juste une pratique comme ça. Donc, je veux savoir un rapport entre les curations. Quand tu dis rendre ça public, est-ce que c'est dans un lieu, dans un musée ou... Oui, bon, disons dans un musée ou bien sur les plateformes de publication des images, un truc comme ça. Je ne sais pas. J'imagine que oui, en fait, bien sûr, si c'est dans un musée, il y a un travail de commissariat, évidemment. Il y a quelqu'un qui va mettre en scène ses œuvres, qui va les... Il y a aussi l'écriture, c'est-à-dire que quand on met en place une exposition, on écrit un texte qui va avec, ça fait partie des pratiques du curateur. Et donc il y a tout ce travail entre l'organisation, l'écriture, la scénographie, la sélection des œuvres qui vont être montrées, qui fait partie de ce travail-là. Donc forcément la personne qui le fait est elle-même... je ne sais pas si... comment est-ce que... Je n'ai pas la réponse à ça, mais finalement le curateur c'est celui qui fait... Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un statut de curateur et puis... on devient curateur parce qu'on fait ça. Si par exemple tu organises une exposition, à ce moment-là tu es curateur de cette exposition. Puis on peut l'être et puis on peut ne pas l'être. Je sais pas. Moi j'aime bien cette fluidité aussi de se dire bon, bien sûr, moi c'est important aussi de reconnaître le travail des uns et des autres. Hein. Chacun a son travail. L'éditeur est un éditeur, le journaliste est journaliste, l'artiste, le curateur, le commissaire, etc. Mais par la force des choses aujourd'hui, il faut reconnaître que les pratiques évoluent énormément parce que voilà, parce qu'il y a
on est toujours dans un mouvement. Et on est dans un décloisonnement total des pratiques. Et on le voit, les artistes, aussi depuis qu'on travaille sur l'archive, ça date des années 80, j'imagine, mais ça reste une sélection et c'est une forme de curation. Donc l'artiste, quand il fait ça, il fait du curating en réalité. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, merci beaucoup. Je voulais vraiment parler de ce que Ashraf disait, parce que les pratiques artistiques populaires qui se trouvent dans les patrimoines culturels, surtout au Sénégal ou bien en Afrique, ici au Maroc, il y en a. Aussi, là, je vais parler de la question de l'archivage et de l'universalité. En fait, quand on expose des choses qui viennent de la pratique artistique populaire, pour l'archiver, il faut mettre dans le lieu d'exposition l'ambiance, c'est-à-dire créer une ambiance dans le lieu, c'est-à-dire donner une mémoire le lieu. Je sais pas, c'est ça que j'ai compris dans vos paroles tout à l'heure. Donner une vie au lieu, de telle sorte que voilà quoi, les tableaux vont exprimer, vont sortir, ceux qui vont être présents dans le lieu vont vraiment être dans l'ambiance, et voilà quoi, c'est ça. Donc je vais revenir sur les pratiques artistiques populaires, parce que ça, on voit que c'est totalement vernaculaire, je sais pas, parce que on ne visait pas à avoir quelque chose d'artistique, on ne visait pas à avoir des œuvres d'art, mais après on a vu que ça a un sens et ça peut vraiment, voilà quoi. Je sais pas si vous comprenez. Merci. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et surtout, Ahmed Bouanani disait qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les pratiques entre les arts populaires, les pratiques contemporaines. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et c'est une vraie question en réalité de se dire comment est-ce que ces pratiques-là peuvent investir des espaces dits contemporains. Comment on les restitue? Est-ce que c'est nécessaire de les restituer? Comment les archiver aussi? Comment archiver l'oralité? C'est une vraie question. Et donc, quand on va sur la place Jemaa el-Fna, c'est là en fait. Est-ce qu'on a besoin d'archiver ça? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça implique quand on archive ces formes d'art qui sont en mouvement et qui sont dynamiques et qui sont constamment en train de se renouveler? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? La pratique de l'archive, c'est quand même une pratique occidentale. Donc voilà, c'est des vraies questions. Moi, je n'ai aucune réponse à ça, mais ça m'intéresse beaucoup de les explorer et d'essayer aussi de créer des propositions, des projets qui les questionnent. Oui, Philippe? L'archive? Tu l'as dans le monde perse, au IXe siècle, en même temps que la création des médersas, qui est totalement détournée, parce que c'est une imposition religieuse, mais en fait, Mirza Malmouk, le premier ministre de tout l'empire chiite, crée les médersas pour transmettre la poésie, les mathématiques, parce qu'il dit on n'inventera rien sans l'archive. Donc, ce qui est occidental, attends, excuse-moi, c'est le discours de Derrida sur l'archive depuis 1980 qui s'est disséminé dans tous les mondes artistiques. Mais il y a des archives. Oui, je rectifie, je parle. Et en Afrique, il y a des archives et des transmissions qui étaient des transmissions d'objets, de fétiches, de sculptures, etc., qui s'assuraient par la parole. Pourquoi il y a eu un problème, ce dont on parlait toi et moi l'autre jour, de trous dans la transmission, d'oubli dans la transmission, de césure dans la transmission, notamment ici, que en partie que nous avons fait aussi.
pourquoi il y a eu ça, c'est une vraie question. Pourquoi il y a eu une rupture? Non, merci pour la rectification. Oui, il y a des archives. Après, c'est la question vraiment de l'oralité qui pose question, et de quelle manière est-ce qu'on aborde cette question qui sont des formes aussi. À mon sens, c'est important de questionner aussi la langue qui rentre en compte dans toutes ces questions-là, et comment est-ce que la langue vient comme une couche qui va aussi transmettre ou transformer le discours, parce que quand on va parler d'une pratique dans une autre langue que la pratique elle-même, et bien ça aussi c'est une vraie question, et c'est dans ce sens-là en fait que je parlais de complexité par rapport à l'archive et à la manière dont on aborde cette question d'oralité qui est transmise à la base dans une langue vernaculaire par exemple, et à un moment donné on va l'archiver dans une autre langue, et voilà. Mais c'est une question ouverte. Ils ne transmettaient pas à leurs enfants. La manière de garder était de ne pas transmettre, d'attendre l'élection du choix du gamin qui allait dire je veux, et qui allait attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans d'observation pour apprendre. Donc il y a eu les colonialismes, pas que le colonialisme, les vagues de colonialisme partout dans tous les mondes, où en fait l'oubli dans l'oralité, c'était paradoxalement une manière de garder. On pourrait travailler là-dessus d'ailleurs. Moi, Leïla, ce qui m'a interpellé, c'est la photo de famille, les anciennes photos de l'époque, on était enfant. Et c'est vrai, l'album photo familial a tendance à être un petit peu rangé avec l'invasion du numérique. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'album photo comme nous on s'intéressait quand on voyait nos parents, nos grands-parents. Et je pense qu'il y a un travail justement à faire, parce que les albums photos de nous, noir et blanc, ils sont vraiment, il faut un peu les nettoyer, les dépoussiérer, les sortir et les mettre en valeur avec une tradition orale, je ne sais pas, il faut... Et ça, s'il y a tout un travail de mémoire qui risque d'être oublié par les enfants d'aujourd'hui, vu un peu. Et ça, je pense que c'est un travail qui est très intéressant à mener. Et moi, ça m'a interpellé parce que j'ai plein de photos de moi enfant qui sont archivées. Oui, ça a été incroyable de faire ce travail. C'était fou. Hein. Non, et puis ce qu'on a découvert aussi, enfin ce que ça nous a permis de découvrir, c'est vraiment, oui, des pratiques sociales et des éléments très spécifiques sur le mode de vie, sur les maisons, sur le Médina, sur l'évolution de quartier, parce qu'on est vraiment dans la vie des gens de Marrakech. Et on est à l'intérieur de la maison. La manière le costume, la chevelure. Et puis le rituel. La mise en espace, la démarche, tout ça, c'est quand même des choses qu'on a. Et le rituel, c'est très beau parce que, par exemple, tout le monde dans son album de famille a la même photo de l'anniversaire. Ou la même photo. Elle dit que la photo d'anniversaire avec les bouteilles de Coca Fanta, Djelgej et tout. On a tous ça. Il y a les photos des circoncisions qui sont les mêmes, il y a les photos de mariage, mais il y a des photos très très spécifiques qui sont les mêmes dans toutes les familles, et ça c'est très beau ce rituel. Il y avait un code, à mon avis, préétabli, une mise en scène, quand on va dans un studio pour les photos, oui. On se mettait les mains comme ça, les pieds comme ça, les mamans faisaient comme ça, le père il avait une... Donc il y avait quand même un code dans les studios à l'époque. Quand on va chez le photographe, on passait 5 minutes pour la mise en scène. Hein, il y avait une oui. Tout va, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pour garder en souvenir des moments forts, importants, donc des baptêmes, voilà. Et donc c'est majoritairement, j'imagine, la raison pour laquelle aussi on a ces photos-là, et tout le monde a ces photos-là. Après, tu avais des exceptions de parents qui avaient toujours leur appareil photo sous le bras, mais ça c'est un peu plus tard aussi peut-être par rapport à là. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui,
on a complètement désacralisé la photographie. C'est plus la même pratique. C'est bon. Oui, c'est plus du tout la même pratique. Je peux intervenir, bien sûr, en arabe ou en français. Oui. Bonjour, c'est Samba. Je viens du Sénégal. Félicitations pour le travail. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'archivage, comme je l'avais présenté à l'ESAF. Je suis un photographe qui se questionne beaucoup sur l'évolution de la photographie. C'est des séries de photos que j'ai eu à réaliser à travers l'album familial et tout. Donc, du coup, moi, je suis parti vers les maisons, récupérer les anciennes photos des personnes, des grands-mères et tout. Donc, du coup, ça m'a permis à faire une série de photos que j'ai appelée Demba Aktei, qui est le passé à présent. C'est une série de photos que j'ai exposées récemment en Côte d'Ivoire, faisant partie des 10 photographes sélectionnés. Donc, du coup, le fait de voir votre travail sur l'archivage et tout m'a beaucoup poussé à aller de l'avant et d'aller puiser beaucoup encore et beaucoup me poser la question sur l'oralité et tout. Parce que du coup, je me suis inspiré d'une photo de mon papa de 1964 pour lui dire, alors papa, vous aviez, comment il me montrait, comment vous saviez. Moi, j'ai essayé de faire une réécriture à travers cette photographie tout en mélangeant le noir et blanc avec la couleur, avec les coiffures, l'habillement, les chaussures. Mais pour les chaussures, j'ai voulu mettre des Nike et Adidas pour montrer le présent qui est là. Donc du coup, juste ça m'a permis à réfléchir autrement. Mais j'avais une question. Ça vous a pris combien de temps pour faire tout ce travail-là? Parce que moi, j'ai dû galérer pour faire l'archivage et tout. Parce que si je pars chez mes grands-mères ou bien quelqu'un pour dire, bon, je voudrais des photos de famille de telle date et là, ils n'arrivent pas à te dire. J'allume mon cam pour demander, expliquez-moi comment vous faisiez pour vous prendre en photo. Je suis que parce que j'étais parti faire des interviews avec les anciens photographes pour leur demander quel était votre problème. Parce que nous, avec les logiciels et tout, on arrive à régler beaucoup de choses parce que vous, avant, vous avez juste le pellicule. Le pellicule, c'était des bains, c'était des émissions, il fallait recadrer et bien faire, il fallait la lumière du jour et tout. Donc, vous faites comment? Nous, on peut faire des mises en scène, on peut faire beaucoup de choses à travers notre studio. Quel était votre problème? Ça m'a poussé aussi à réfléchir quel était le problème des anciens photographes avant. Quels sont les problèmes qu'ils avaient et tout. Moi, la question que j'avais est que comment vous arrivez à récupérer l'archivage? Comment ça se passait? Est-ce que ça a été très facile? Est-ce que aussi ça a été très fluide, quoi? Merci. Dans le cadre du projet About Us que j'ai fait à la plage, oui, en fait, c'était une proposition que j'ai faite aux mamans douées, aux femmes. J'ai travaillé avec un groupe de 11 femmes et c'était une opportunité incroyable parce que on pouvait imaginer ce qu'on voulait pour l'atelier et moi j'ai proposé on va travailler sur l'album de famille et elles ont dit ok. Elles étaient d'accord, mais ça ne voulait pas dire qu'on allait montrer les photos. Ça nous a pris 1 an pour décider ce qu'on allait montrer. Donc au départ, c'était ok en interne, on fait les ateliers avec les albums, mais après, c'était tous les ateliers pour décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que montrer ses albums et son intimité, c'est particulier et il faut... Donc voilà, c'était ça. C'est plutôt les conversations qui ont amené ça. Je crois que ce travail-là se fait avec beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui est facile. Il y a un projet dont j'ai pas parlé, Myriam l'a évoqué très vite. Moi, je travaille sur un projet avec ma photographie personnelle d'archives et ça fait 5 ans que je suis dessus. Je l'ai pas sorti. Donc le temps, en fait, à mon sens, voilà, c'est au contraire, il faut le prendre comme
comme un élément constitutif du projet. Dans la photographie en particulier, pour moi, quand on travaille avec l'archive, il faut composer avec le temps et il ne faut pas être dans l'urgence, clairement, à mon sens. Je sais pas. Ouais. Merci. Et juste si je voulais continuer ma recherche, est-ce que l'espace de 18, vous êtes prêt à m'accueillir pour venir continuer? On en parle après. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc en tout cas, on a beaucoup appris de l'expérience en fait personnelle de Leïla Hida aujourd'hui, de ses propres projets personnels et de ses projets collectifs aussi, parce qu'elle a plusieurs projets, elle a plusieurs casquettes aussi. Elle est artiste, curatrice, donc on sait de quoi il s'agit aujourd'hui un peu, en fait, le métier de curateur, parce que on peut parler aussi bien de curateur d'événements aussi, de curateur d'édition, de curateur d'exposition, et on peut aller encore plus loin bien sûr. Sur ce, en fait, je tiens à remercier encore une fois Leïla Hida pour cette belle intervention bien sûr, de nous avoir pu rejoindre malgré ses engagements, et je sais de quoi il s'agit en fait. Elle a plusieurs projets, elle est boulimique de projets même. Je remercie bien sûr la présence et je tiens à remercier toute l'équipe de l'Institut français de nous avoir accueillis encore une fois. Merci en tout cas pour toute la présence. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.